Chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui sont en train de préparer leur concours CNC pour les étudiants de cycle prépa ou bien les étudiants des différentes universités qui veulent préparer des concours Bac+2 pour accéder à des écoles d'ingénieurs comme les NPT et l'EMI, École Mohammedia des ingénieurs. Bon, j'ai proposé plusieurs sujets, donc voilà un sujet intéressant qui était déjà posé dans l'un des concours, mais je me rappelle très bien, je me rappelle pas exactement de quelle école. Bon, j'ai vu l'énoncé, mais je me rappelle pas de l'école. Bon, c'est un concours très intéressant. J'ai déjà traité ce type de problème sur la chaîne, exactement le même, sauf que il n'y avait pas de ressort. Donc c'est en fait les rails de la place. Vous avez deux tiges qu'on va placer dans une région où vous avez un champ magnétique B et chaque rail est lié à un ressort de constante de Rieder K. On va pousser la première barre avec une vitesse V0 et essayer d'étudier le mouvement de ces deux barres. Donc voilà l'objectif. Donc c'est un très bon exemple d'application de l'induction électromagnétique. Donc voilà, vous avez deux ressorts de constante de Rieder K et de longueur à vide L0, une tige de masse M de longueur L. Ensuite, les deux tiges et le tronçon de rail entre les deux tiges forment un circuit de résistance R. Donc les deux tiges plus les rails, on suppose que leur résistance c'est grand R. Voilà T égale à 0. On va communiquer à la tige T1 une vitesse initiale petit a dans le sens positif. Et à t égale à 0, x2 est égal à 0. Donc voilà, prévoir qualitativement le mouvement de ces deux barres. Qu'est-ce qui va se passer? Juste prévoir en utilisant les lois de Lenz par exemple. Ensuite, vous allez écrire les équations qui régissent ce système. Donc en général, l'induction, vous avez deux types d'équations. Il y a les équations électriques et les équations mécaniques. Et en général, en mélangeant les équations électriques et les équations mécaniques, on peut déterminer l'équation différentielle qui va être suivie par chaque mouvement x1, x2, position de la tige 1 et la tige 2. Et la résolution de ces équations en général permet de trouver les équations du mouvement. Donc voilà, déduire l'expression analytique de x1, x2, le courant I qui traverse le circuit au bout d'un temps, donc là on va se restreindre uniquement ou d'un temps très long, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en régime permanent. On ne va pas s'intéresser au régime transitoire. Très bien, voilà. Donc, à votre avis, d'abord, qu'est-ce qui va se passer quand je vais communiquer à cette barre-là? Donc voilà, je communique à cette barre une vitesse V0. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la barre se déplace, le flux va diminuer. Donc, parce que la barre se déplace la surface, le flux va diminuer. Donc, vous allez avoir un courant induit qui va s'opposer à cette diminution de flux. Donc, a priori, on devrait avoir un courant induit dans ce sens-là. Donc, ce courant induit qui traverse la barre 2, placé dans un champ magnétique, vous allez avoir B, ID de L. Donc, vous allez avoir une force qui est dans cette direction-là. On va se noter cet axe-là, X. Donc, la barre 2 va être mise en mouvement. Donc, il va se déplacer. Et la barre 1, puisqu'il y a ce courant induit, va être soumise à une force de freinage. Et donc, a priori, soit les deux barres, puisqu'il y a l'effet de ressort aussi, vont être soumises à des forces de freinage et à long terme, les deux barres vont s'arrêter, soit on devrait avoir un mouvement oscillatoire amorti. Donc, barre se déplace, flux diminue, flux augmente sur l'effet de ressort. Bon, on peut avoir les deux situations possibles. D'accord? Donc, l'état final, soit un arrêt complet, soit un mouvement oscillatoire. L'essentiel, au départ, et là, on comprend très bien que lorsque la barre se déplace, vous avez une variation de flux. Sous l'effet de cette variation, vous allez avoir un courant induit. Sous l'effet de ce courant induit, la deuxième barre va se mettre en mouvement. Après, on va étudier exactement la nature de ce mouvement. Ce qui est très important dans les problèmes à induction, il faut commencer toujours par orienter le circuit. Parce que tout ce qu'on va calculer, le flux, le courant, c'est algébrique. Le flux peut être positif, peut être négatif.
Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, la barre se déplace, le courant induit, le flux diminue parce que j'ai orienté le circuit dans ce sens-là. Hein, parce que la normale est vers le haut et B est vers le haut. Donc, le flux, c'est B fois S. Si jamais j'oriente le circuit dans le sens inverse, le flux va augmenter dans ce cas-là. Faire attention à ce problème-là. Bon, donc le plus simple toujours, c'est d'orienter le circuit de telle façon que la normale soit parallèle au champ. Hein, comme ça, vous avez le champ magnétique B. Donc tout va être déterminé par rapport à cette orientation. Donc si on trouve un courant dans ce sens-là, ça veut dire ce courant est positif. Si je trouve un courant dans le sens inverse, ça va être un courant qui est négatif. Donc on va orienter le courant dans le circuit dans ce sens et supposer que le courant circule dans ce sens-là. Donc tout ce qu'on va calculer, force de la place, le flux va être guidé par cette orientation. Ça, c'est important de le faire avant de démarrer. Bien. Les équations mécaniques. Bon, les équations mécaniques, il suffit d'appliquer le PFD à chaque barre. Donc, si je prends la tige 1, quelles sont les forces appliquées? Vous avez la force exercée par le ressort, vous avez le poids, vous avez la réaction des tiges, et vous avez la force de la place, est égale à M à 1. Très bien. Essayons de déterminer chaque force, l'expression de chaque force. Bon, voilà la barre, sa position initiale. Donc cet axe-là, on va l'appeler X. Au départ, bien sûr, la longueur c'est L0. On va prendre ça X égale à 0. Et la barre se déplace d'une distance X1. D'accord? Comme ça. Donc, quelle est l'expression de la force de la place? Bon, D de F, vous savez bien sûr, c'est I D de L vectoriel B. À quoi est égal D de L? Bon, la barre se déplace suivant l'axe des X. Et I D de L, pardon, I D de L, c'est un élément de courant. Donc la barre, donc on a orienté le courant dans ce sens-là. Donc I D de L, voilà I D de L. Et les suivants quoi? Et les suivants moins EY. Donc c'est égal à moins I D de Y suivant EY. Vectoriel B, lui, et les suivants EZ. Pas de problème. Donc, ça c'est égal à moins I D de Y fois B, EY vectoriel EZ, c'est EX. Donc la force de la place, pas de problème, c'est égal à moins I, L, la longueur de la barre, fois B, suivant EX. Voilà. Donc si le courant est positif, ce sera une force de freinage. Si le courant est négatif, ce sera une force qui va accélérer le mouvement de la barre. Très bien. Ça, c'est la force de la place. Quelle est l'expression de la force exercée par le ressort? Je l'appelle T1. Donc T1, bien sûr, c'est moins K fois la longueur du ressort, moins la longueur à vide, qui est autre que l'allongement, qui est dans notre cas X suivant EX. Bien. C'est tout. On a donc la force de la place parce que P et R vont s'annuler quand on va projeter sur OX. Donc projetant sur OX justement, sur OX, parce que le mouvement se fait sur l'axe des X, vous allez avoir moins K1 fois X1. Donc on va noter la position de la barre X1. Ensuite, moins I B fois L est égal à mx seconde 1. Voilà la première équation mécanique de la tige 1. Bien, on va faire la même chose pour la tige 2. Bon, la tige 2, même chose. Hein, on a dit, sur l'effet du courant induit, il va se déplacer d'une distance x2, une distance petit x, qu'on va noter x2, d'accord? Et on va appliquer, bien sûr, donc la force exercée par le ressort, ça sera moins kx2 suivant ex. La force de la place, faites attention ici, I D de L maintenant, il est suivant EY, parce que le courant, on l'a orienté dans ce sens-là. Donc c'est I D de Y suivant EY, vectoriel B, lui, c'est toujours suivant OZ. Donc ça sera avec un signe plus. Donc la force de la place, ça sera IB fois L suivant EX. La même chose, le poids et la réaction vont s'annuler. Donc, projection sur OX, justement, ça va me donner moins KX2, moins IB plus IB fois L est égal à MX seconde. MX seconde 2. X2 ici. Voilà, moins KX2. Voilà la force, l'équation mécanique. Ça, c'est très important de bien déterminer les équations mécaniques.
Une fois qu'on a les équations mécaniques, on va déterminer ce qu'on appelle les équations électriques. Bon, pour les équations électriques, la première chose, c'est de chercher le circuit équivalent de point de vue électrique à ce circuit-là. Donc, toujours, on oriente le courant dans le sens choisi et on introduit une force électromotrice orientée toujours dans le sens du courant induit. Et puis, on met la résistance totale du circuit. Et avec ça, bien sûr, vous avez la force électromotrice, E est égale à R fois I. Maintenant, il suffit de déterminer l'expression de cette force électromotrice. Eh bien, vous voyez la barre, sa position initiale, ça c'est T égale à 0. Donc ça c'est T égale à 0. Et se trouve sa longueur, c'est D. À un instant T, bon, si vous voulez, je vais tracer ici un axe. Voilà, 0 à T égale à 0. La longueur ici, c'est D. Ensuite, cette barre-là se déplace d'une distance x1. Et cette barre-là se déplace d'une distance x2. Donc, quelle est la surface à un instant T? La surface du circuit. Donc, quelle est la surface? Eh bien, la surface, tout simplement, ce sera cette longueur-là, moins cette longueur-là. Donc, c'est-à-dire D plus x2 moins x1. D'accord? Donc, la longueur de la barre qui se trouve là, donc cette surface-là, c'est en fait D plus x2, vous ajoutez x2 et vous retranchez x1. Et vous allez trouver exactement cette surface. Donc, le flux, puisqu'on a orienté le circuit dans le sens de façon que la normale soit parallèle au champ, ça sera directement B fois S. Donc, le flux, ça sera quoi? Ça sera B multiplié par la surface qui est L, facteur de D plus x2 moins x1. Et donc, la force électromotrice qui est moins D de phi sur D de T, qui est égale à moins B fois L, x2 point moins x1 point, qui est égal à R fois I. Voilà l'équation électrique. Et donc, je vais les réécrire ici. Donc, on a R fois I est égal à BL, facteur de x.1 moins x.2. Voilà l'équation électrique. Donc, on a deux équations mécaniques et une équation électrique. Et avec ça, normalement, on devrait être capable de trouver la solution. Bon, c'est un peu de maths cette fois-ci, mais en général, on vous donne des indications pour résoudre l'équation différentielle. Sinon, il faut avoir l'habitude de résoudre ce type d'équation. Donc, voilà maintenant l'équation électrique. Voilà la première équation mécanique pour la tige 1. Voilà la deuxième équation mécanique de la tige 2. Donc, vous avez bien ce qu'on appelle des équations couplées, puisque I, vous avez x.1, x.2. Donc, x seconde fait intervenir x.2. Donc, d'abord, je vais remplacer I ici par sa valeur. Hein, ce courant I, je le remplace par sa valeur dans l'équation 2 et l'équation 3. I, c'est ce que j'ai trouvé par cette équation-là. C'est BL sur R. Voilà. Et je trouve une équation de x.2, une solution de x.1. Et les deux sont des équations couplées. Fort heureusement, donc je vais poser oméga 0 au carré c'est K sur M, la pulsation propre de l'oscillateur. Ensuite, si on remarque bien, si je fais l'équation 2 plus l'équation 3 et l'équation 2 moins l'équation 3, bien 4 plutôt 4 et 5, voilà cette équation 4 et 5, je fais 4 plus 5, je vais avoir bien sûr ce terme qui va se simplifier, et si je fais 4 moins 5, ce terme va se simplifier. Donc on va avoir 4 plus 5, je vais trouver directement moins oméga 0 au carré, x1 plus x2. Et si je fais l'équation 4 moins l'équation 5, 4 moins 5, cette fois-ci, c'est x.1 moins x.2 plus oméga 0 au carré x1 moins x2 plus 2 sur tau x.1 moins x.2. Je vais poser tau est égal à mr sur L carré fois B. Voilà, ça c'est 1 sur tau. Ça c'est 1 sur tau. D'accord? Et voilà, ça devient des équations un peu relativement simples. Mais encore, si vous remarquez ce changement de variable, je vais poser grand X est égal à x1 plus x2 et grand Y est égal à x1 moins x2. Et donc la première équation devient tout simplement x seconde est égal à moins oméga 0 au carré x. Et la deuxième, c'est y seconde plus oméga 0 au carré y plus 2 sur tau y point égale à 0. Voilà l'équation finale. Bien sûr, dans l'exercice, on nous demande ce qui se passe en régime permanent.
en régime permanent. La première équation, c'est une équation d'un oscillateur harmonique. Donc, en régime permanent, on va avoir une solution sinusoïdale. X, c'est A cosinus oméga t plus phi. Bon, on peut choisir A oméga t. Les conditions initiales, on peut s'arranger que la phase soit nulle. Par contre, là, vous avez un oscillateur amorti. Donc, de toute façon, quand t tend vers l'infini, y va tendre vers 0. Donc, si t tend vers l'infini, y tend vers 0. Et avec ça, on pourra être capable de déterminer x1 à l'infini et x2 à l'infini. Donc, on a dit x de t, c'est un oscillateur. On peut déterminer la constante à t égale à 0. Vous avez x1 de 0, c'est a. On l'a envoyé avec on l'a déplacé d'une distance a. X de 0, c'est 0. Donc, grand X de 0, qui est x1 plus x2 sur 2, ça sera a plus 0 sur 2. Donc, ça sera a sur 2. D'accord? Donc, je remplace ici t par 0, ici par a sur 2. Donc, en fait, c'est, on va dire xm, on va dire x1, x1m. D'accord? Et donc, grand x1 avec x1m, c'est a sur 2. Donc, grand x de t, c'est a sur 2 cosinus oméga 0t. D'accord? Et x1 qui est égal à l'infini, parce que c'est un oscillateur harmonique. Lui, l'amplitude ne diminue pas en cours du temps. Donc, x1 de l'infini, ça sera a sur 2 cosinus oméga 0t. Ça, c'est clair, d'accord? Du moment que c'est un oscillateur harmonique, donc la solution, quand t tend vers l'infini, va rester oscillateur harmonique. Là, c'est un oscillateur amorti, donc on est sûr que y, lorsque t tend vers l'infini, doit être égal à 0. Or, y, c'est quoi? C'est x1 moins x2 sur 2. Donc, y tend vers 0, ça veut dire à l'infini, je vais avoir x1 de l'infini est égal à x2 de l'infini. Ça, c'est important. Or, x1 de l'infini, on vient de le déterminer, a sur 2 cosinus oméga t. Donc, on va déterminer aussi x2 de l'infini est égal à a cosinus oméga t. Donc, la solution de ce problème, a priori, au régime permanent, va être un oscillateur harmonique. Des deux barres vont effectuer un mouvement oscillatoire. D'accord? Ce qui n'est pas évident a priori. Maintenant, pour déterminer le courant à l'infini, il suffit de calculer x.1 à l'infini moins x.2 à l'infini. Vous voyez bien que x.1 égale x.2. Donc, x.1 à l'infini moins x.2 à l'infini vont être égales à 0. Donc, le courant à l'infini est nul. Donc, t très supérieur à tau, le courant induit va être nul et on va avoir un mouvement périodique des deux tiges. Donc, voilà exactement ce même problème. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Je l'ai traité en détail sur la chaîne, ce qu'on appellerait de la place, sauf qu'il n'y avait pas de ressort. C'est-à-dire, on va communiquer à la barre 1 un mouvement et étudier le mouvement des deux barres. Donc, la description de cette vidéo aussi intéressante, vous allez trouver dans la description de cette vidéo-là. Donc, il vous reste juste à me laisser des commentaires, votre appréciation, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis. Bon courage et très bonne préparation à tous et à bientôt.